Alors bonjour. Donc aujourd'hui on va un petit peu voir pourquoi scolariser son enfant dans un lycée libre. Le bac effectivement et ses débouchés. Donc on a trois intervenants. D'abord Mariette Bousquet. Vous êtes directrice donc, du cours Cyrano. Ensuite on a Clarisse Voutier, directrice de l'Académie musicale de Liesse, et Saint-Dominique, Rémi Chedan, pardon, directeur de Saint-Dominique. Alors, vous allez présenter d'abord un petit peu vos différentes écoles, qui sont très multiples et variées, qui permettent justement de nous donner une certaine richesse. Alors, je suis donc Mariette Bousquet, donc je suis la directrice pédagogique du cours Cyrano, qui est un établissement à Nice et qui s'occupe donc d'enfants à profil neuroatypique, donc essentiellement des enfants à haut potentiel avec des troubles neurodéveloppementaux pour certains, des troubles d'apprentissage, troubles TDA, enfin voilà. Et on s'occupe d'enfants de la grande section, donc c'est-à-dire l'apprentissage à la lecture, jusqu'au bac, donc avec des classes multiniveaux et une pédagogie, une approche qui est centrée sur l'enfant. Donc à vous. Alors, à l'Académie musicale de Liesse, on essaye d'éduquer de façon intégrale les enfants pour qu'ils parviennent à l'excellence, c'est-à-dire à pourquoi ils sont faits, par le biais de la musique. Et donc on fait beaucoup de musique et nous travaillons en horaire aménagé pour permettre cette musique à haute dose. Au lycée Saint-Dominique, on est un peu plus classique. On a une petite centaine de lycéens côté filles, une centaine de lycéens côté garçons. Donc on est un lycée non mixte dans l'intention. Dans les faits, il y a une part d'heures qui reste quand même mixte pour plusieurs raisons que je détaillerai si vous voulez après. Et le lycée en fait est l'aboutissement d'un groupe scolaire qui va de la petite section jusqu'au baccalauréat et qui a maintenant une trentaine d'années d'existence. D'accord, donc on voit bien là qu'on touche à différents niveaux, donc c'est très intéressant, différents environnements dans différents endroits. Ce qui permet quand même d'avoir un tour d'horizon assez complet. Donc ma première question en fait c'est, pour vous qu'est-ce qu'un bon lycée ? Et quelles sont finalement les particularités, les atouts de chacune de vos institutions et de vos cours, ce qui nous permettent de découvrir un petit peu beaucoup de choses. Alors pour répondre à cette question, moi je vais interroger mes élèves de terminale, parce que eux ils ont une vraie réponse en disant qu'est-ce que c'est un bon lycée, de leur point de vue à eux. Et ils m'ont dit l'élément essentiel, c'est la confiance entre les élèves et les professeurs. Et ils ont vraiment besoin de la disponibilité des adultes pour réussir. Ils ont besoin aussi beaucoup d'une responsabilisation. Et chez nous, effectivement, en dehors de la partie musicale et en dehors de la partie scolaire, ils ont la responsabilité des plus jeunes dans un système de capitanat qui permet de transcender les classes et de grouper ensemble des petites CM1 et des grandes terminales pour des projets d'internat, puisque nous sommes un internat. Et ils ont 2 projets majeurs à monter dans l'année. Ils sont assez contents de ça. Ils ont dit aussi qu'un bon lycée, c'était pas que du scolaire. Alors ça, c'est pour les parents, parce qu'en fait, nous, les parents, on est très souvent stressés sur le scolaire. Et nos ados, ils ont besoin un peu d'autre chose. Ils m'ont parlé de liberté. Et ils m'ont aussi dit, par contre, que l'autre chose essentielle, c'était qu'ils puissent être accompagnés. Et même si ils sont quelquefois un peu rebelles, même si ça ne se voit pas sur leur uniforme et sur leur sagesse en concert, ils savent qu'ils ont encore besoin d'être soutenus et accompagnés. Et donc la disponibilité des adultes, la présence éducative est essentielle pour nous, pour faire un bon lycée. Et le dernier élément qui me semble important dans le fait de choisir un bon lycée, et vous allez voir que ce n'est pas du tout les résultats scolaires. Eux, ce qu'ils attendent, c'est de se sentir bien dans leur lycée.
Et à l'issue de se sentir bien dans un lycée, peut-être qu'on peut envisager de parler de résultats aux examens, d'avoir des potentialités d'ouverture post-bac très larges, d'être accompagné dans ce sens. Voilà, c'était un peu ça l'idée d'un bon lycée au regard des ados et au regard des parents. Je pense que c'est un lycée dans lequel ils peuvent avoir confiance, tant pour le suivi scolaire que l'accompagnement du post-bac et la préparation de Parcoursup. Voilà. Oui, donc on voit bien donc, la confiance, quand même, très présente, côté élève, côté enfant, responsabilisation, disponibilité et présence. Donc ça, ce sont les atouts intéressants. Vous, Mariette, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis évidemment d'accord avec tous ces points. J'ajouterais aussi que l'enfant, l'élève et le futur adulte, il a aussi besoin de guides et de quelque part aussi de modèles pour s'en inspirer, pas pour se conformer au modèle évidemment, mais pour s'en inspirer. Et on a ce rôle de modèle en tant qu'enseignant et d'amener aussi l'élève, le grand élève en lycée, à se révéler en tant qu'adulte accompli. Je pense que c'est une mission de l'enseignant qui mérite d'être réfléchie en France et d'être intégrée dans les missions de l'enseignant, y compris dans les consignes éducation nationale. Et quant aux parents, je parle aussi très souvent nous sommes un personnel aidant pour le parent, c'est-à-dire qu'on est dans une co-éducation. On participe à l'éducation en ce sens que on accompagne l'individu à se réaliser. Et les parents ont aussi souvent besoin, encore très tard dans le développement de l'enfant, de l'adolescent, de guides et de références aussi pour pouvoir mieux accompagner et communiquer aussi pour certains avec leurs jeunes. Oui, alors effectivement, ce besoin de modèle est très important, la coéducation, finalement une sorte de subsidiarité aussi, ou de collaboration qui est très importante. Rémi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Eh bien, pour rebondir sur ce qu'ont dit Clarisse et Mariette, Mariette a parlé du fait qu'il y avait une forme de coéducation entre les parents et l'école. C'est vrai que nous, on dit toujours que les parents sont les premiers éducateurs. Et en fait, le lycée, je dirais, est un peu l'aboutissement de cela, où on se doit d'apporter une cohérence dans ce que l'on vit à l'école, avec ce que vivront après aussi les enfants à la maison. On se doit d'être exigeant, parce que pour former justement le futur adulte, il faut qu'il soit éprouvé, et c'est quand même à l'âge de 16, 17, 18 ans que c'est pas forcément le plus simple pour eux d'accepter d'être éprouvés, mais c'est après qu'ils nous remercient de cette exigence-là. Et puis là, je parle pour mon établissement, il y a aussi le souhait, dans le cadre de la cohérence, qui est une forme de transcendance, et que l'aspect spirituel soit aussi conforme à ce que les familles vivent à l'école, enfin plutôt que ce que les familles vivent à la maison, que ce soit bien aussi vécu à l'école, de sorte à ce que les amitiés qui se nouent aussi soient des amitiés qui soient porteuses, même quand ils auront quitté le lycée. Ouais, effectivement. Excellence, cohérence, transcendance. On est bien dans tout ça, ça forme un tout, effectivement extrêmement complet. J'en viens à la deuxième question. En fait, forcément, on parle d'école libre, de lycée libre. Est-ce qu'il y a des réticences chez certains parents ? Quelles sont les réticences ? Et comment faites-vous finalement pour les rassurer et les motiver ? Alors effectivement, un lycée libre, c'est des exigences différentes de celles des lycées publics ou des lycées sous contrat. Et donc, on va arriver à la fin avec un examen important qui s'appelle le baccalauréat, qui n'est pas passé dans les mêmes conditions que les autres, puisque nous n'avons pas de lien avec l'État. Et donc, il faut passer l'entièreté du baccalauréat sans contrôle continu. Alors, on a un choix de passer soit toutes les épreuves en fin de terminale en avalant d'un seul coup le programme de première et le programme de terminale, soit on propose à nos élèves de passer le bac en fin de première sur le tronc commun et l'épreuve de français, et puis on recommence en terminale avec le tronc commun, la philo, les spécialités, le grand oral.
Alors c'est toujours un petit peu angoissant parce qu'on se dit ils vont passer beaucoup plus de temps d'épreuve que les autres, c'est beaucoup plus difficile, ils vont être jugés alors que les autres ont un contrôle continu. Le contrôle continu est-il réellement juste dans les autres écoles et est-ce que finalement les notes ne sont-elles pas gonflées à l'extérieur quand on sait que les établissements extérieurs subissent beaucoup de pression de la part des parents pour ça. Et donc du coup, alors, est-ce qu'on rassure assez les parents? J'en sais rien, je serais assez tentée de leur demander parce que j'en vois devant moi. Mais de l'autre côté, je pense que ces exigences de ce bac différent permettent à nos élèves de grandir beaucoup. Aller passer le bac en fin de première, c'est un atterrissage un peu violent pour les ados qui se disent ah, en fait, la vraie vie, c'est vraiment maintenant. Et donc, on voit les premières arriver en début d'année, somme toute, encore assez détendues sur le sujet. Ils avalent un petit peu leur spécialité, c'est un peu tendu. Et puis, quand arrive le mois de octobre-novembre, où il faut s'inscrire au bac, là, ça devient concret. Et en fait, on obtient un gain de maturité, je trouve, assez intéressant. Ils sont obligés de plonger dans la vie administrative. Ils sont obligés de rentrer dans le logiciel Cyclades et d'essayer de se débrouiller tout seuls. Et du coup, bon, déjà, ça les met un petit peu en avance, ça les fait grandir. Et puis dans nos établissements, en fonction des uns et des autres, alors chez Rémi, je sais, parce qu'on se connaît bien, chez Marielle, je sais moins, mais il y a tout de même une évaluation continue d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, ils sont prêts pour ces épreuves. Ils ont passé des devoirs à la maison, des devoirs en classe, des interros, on a fait des bacs blancs, on a fait des oraux blancs. Donc en fait, c'est juste aller refaire un énième écrit, un énième oral ailleurs, avec le stress de tous les élèves qui passent le bac, c'est-à-dire se retrouver pour la première fois devant un interrogateur ou un examinateur différent. Ouais, donc en fait, il y a une forme d'accélérateur de maturité qui est une sorte de tremplin que l'on peut même prendre comme quelque chose de positif, en fait. Tout à fait. Et avec les parents aussi. Alors, je rappelle quand même une époque où, et qui n'est pas bien ancienne, hein, où le baccalauréat n'avait pas de contrôle continu et que finalement, pour faire un peu rapide, on est resté sur l'ancienne version du bac. Les générations précédentes le vivaient très bien. Et je vois souvent, j'explique souvent aux parents que le bac, c'est quand même le premier examen important de la vie de l'enfant ou du jeune adulte. C'est un caractère initiatique aussi, de préparer cet examen et de se révéler ensuite dans ses notes. Qui ne se souvient plus des notes qu'il a obtenues à l'épreuve de maths, de français, etc. Alors, bien sûr, quand on y est dedans, dans toute cette préparation, puis ensuite d'aller sur les examens, d'aller sur les centres d'examen, d'empiler les épreuves les unes derrière les autres, c'est pas facile, surtout quand nos voisins d'écoles publiques ne vont pas le passer dans cet état d'esprit-là. Pourquoi pas? Moi, et souvent, ce qu'on ressent, et puis nos anciens élèves le vivent aussi comme ça, finalement, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance parce que c'est tout ce parcours-là qui les habite, qui les anime. Et puis ensuite, sur le supérieur, ils sont rodés à la préparation d'un examen complet, complexe, à un programme de révision, etc. Et ils sont beaucoup plus performants dans les premières années d'école supérieure, ou d'enseignement supérieur. Il faut aussi simplement se le dire. On se prépare un petit peu plus tôt, voilà. Mais encadré aussi dans nos établissements. Oui, tout à fait. Encadré, aguerri, performant, donc de mieux préparé, en quelque sorte. C'est plus exigeant, mais en fait, on est beaucoup mieux préparé. Rémi, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Juste... on en est arrivé à un stade où on dit même, nous, aux parents, le bac n'est plus un problème en tant que tel. Je dis même de manière un peu caricaturale aux parents de 3e que le bac, leur enfant, il faudrait qu'ils fassent exprès pour ne pas l'avoir. Même avec le côté un peu
qui pourrait paraître brutal, au moins 21 épreuves pour avoir son baccalauréat. Mais en fait, si on a bien travaillé toute l'année, c'est une forme de formalité arrivée au mois de juin. Et puis le côté justement accélérateur de maturité, parce qu'il faut se projeter avec une échéance qui quand même, je pense, dans le cœur des adolescents, un vrai enjeu, le vrai premier examen et le vrai premier passage dans le monde adulte pour eux, eh bien, ça c'est quelque chose de vertueux. Et la toute première année où nous a été promis ce système d'épreuves ponctuelles, nous l'avions appris au mois de mai-juin, au moment où on discute un petit peu avec des établissements du supérieur. On leur a demandé à certains de ces directeurs d'établissement ce qu'ils pensaient de cette idée et ce qui fait qu'on se batte contre le fait qu'on nous impose des épreuves. Ils nous ont dit mais surtout pas, parce que vos élèves travailleront jusqu'au bout. Ils ne tomberont pas dans le piège que connaîtront les établissements du système. Et en effet, 3 ans plus tard, quand on en reparle avec eux, ils nous disent voilà, il se passe pour nous dans nos classes sous contrat l'effet pervers d'une forme de démission des élèves quand ils sont en gros à mars-avril, Parcoursup est joué, ils ont 5 trimestres de cycle terminal, ils savent s'ils auront leur bac ou non. Eh bien nous, c'est pas le cas. Nous, rien n'est encore fait, si je puis dire. Donc il y a un avantage, je dirais, une facilité à les garder au travail jusqu'au bout. Et ils arriveront en supérieur, non pas avec 6 mois de vacances dans leur esprit, mais seulement 2. Donc c'est toujours aussi une façon de bonifier ce cas particulier de nos élèves quand on présente nos particularités à des établissements du supérieur. Donc voilà, pour les craintes des parents, en fait, pour nous, elles sont plus sur le bac, c'est vraiment Parcoursup. C'est qu'est-ce qu'ils deviennent vos élèves, qu'est-ce qu'ils font comme études. Maintenant, je pense que c'est bien intégré dans l'idée des parents. Il faut dégonfler, je dirais, auprès des parents l'angoisse Parcoursup parce qu'ils entendent tellement de choses d'une part fausses, exagérées et contre-productives dans les médias qu'il faut d'abord leur rappeler non, Parcoursup, c'est pas Parcoursup qui décide, ce n'est qu'une interface qui sert seulement à enregistrer les critères des établissements post-bac, mais ce sont vraiment les établissements qui font leur choix. Les rassurer aussi, je dirais, en parlant des anciens et ce qu'ils sont devenus. Et généralement, ils se rendent compte qu'on n'est pas ni mieux ni moins bien traité qu'ailleurs. Il faut juste accepter qu'il peut y avoir une part. On ne peut rien garantir, mais que l'on vienne du lycée Henri IV ou que l'on vienne de Saint-Dominique ou de l'Académie musicale de Liesse ou du cours Cyrano. Voilà, on ne peut rien garantir, mais on peut juste parler des anciens et leur dire voilà, des élèves qui ont suivi des parcours comme le vôtre en lycée, voici ce qu'ils ont pu faire après, et on peut comme ça les conseiller et les guider. Et je crois que ce qui rassure pas mal de nos parents, c'est le souhait que, en tout cas à Saint-Dominique, on entretienne des liens 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans après avec nos anciens de terminale pour voir ce qu'ils sont devenus. Ils reviennent, j'irai à la maison parler avec nos lycéens, de sorte à ce que ça rassure aussi les lycéens en voyant finalement des à peine plus âgés qu'eux qui ont plutôt bien réussi. Et en fait, on juge l'arbre à ses fruits, et il suffit de montrer les fruits pour se rendre compte que l'arbre est fécond et bien fécond, on va dire. Bon, on va parler en fait des accompagnements personnalisés. Mariette, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Parce qu'il y a beaucoup à dire, je pense. Je n'ai que 8 minutes. Alors, au sein de Cyrano, on reçoit d'abord beaucoup de profils neuroatypiques. Donc, il y a, au-delà d'un accompagnement personnalisé, il y a un travail pour beaucoup de reconstruction. Sont pour certains des enfants qui ont eu un parcours scolaire antérieur compliqué, voire même en rupture. Et il y a recréé la confiance en l'école, en l'institution, en la scolarité, dans les apprentissages, confiance en eux, etc. Pour répondre à la partie accompagnement, on va dire, c'est un accompagnement à de multiples niveaux. Donc, ce qu'on peut faire au sein de nos établissements, alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas fait hier et c'est ce qu'on fera tellement plus demain. Donc, il y a déjà une adaptation permanente et c'est ce qu'on adore dans nos établissements, c'est qu'on a beau enseigner tous les ans la même matière au même niveau, on ne fait jamais la même chose. On retravaille toujours nos cours, nos supports, parce qu'en face de nous, on a d'autres enfants, d'autres individus, d'autres caractères, d'autres besoins. Et c'est ce qui fait toute la richesse aussi de notre métier.
Et en ce qui concerne plus l'accompagnement, alors la première chose à prendre en compte, c'est que dans beaucoup de nos établissements, et je parle non seulement au nom de Cyrano, mais aussi au nom des établissements de la fédération, de la fête, l'enfant est au cœur d'un écosystème. Une étape importante, c'est d'entourer, d'encadrer cet enfant dans un écosystème pour caractériser ses besoins, d'une part, et puis pour l'accompagner au mieux. Donc il y a un travail en pluridisciplinarité, souvent avec des professionnels de l'enfance, des rééducateurs, des orthophonistes, etc. Et puis aussi beaucoup avec les parents. Donc l'encadrement, l'accompagnement, il se fait dans une coéducation à nouveau. Alors ça va passer par de nombreux dispositifs qu'on peut nommer, par exemple, chez nous, on a un dispositif déclic, par exemple, sur les premières terminales, pour accompagner la réflexion à l'orientation post-bac, par exemple. Donc, ça va être des entretiens individuels, ça va être des petits questionnaires, ça va être des visites d'école, accompagnées, évidemment, avec le personnel de l'éducation de nos écoles. Ça va être aussi des salons d'étudiants que l'on fait avec eux, des stages découvertes. Alors les stages de découverte, nous on n'attend pas la troisième, on est de nombreuses écoles à proposer ces stages dès le début collège et tous les ans, surtout parce que c'est une manière de découvrir les milieux professionnels. Quand un élève il a un stage professionnel à faire en troisième, généralement il va chez papa-maman parce que c'est compliqué de trouver un stage. Et puis voilà. Donc finalement, on découvre quelque chose qu'on connaît un petit peu déjà. C'est pas très diversifié. Quand on autorise le premier stage en 6e chez papa-maman et puis que les suivants, ils sont faits obligatoirement ailleurs, on découvre des milieux beaucoup plus diversifiés. C'est beaucoup plus pertinent, ces choses-là. Et puis, il y a l'accompagnement beaucoup plus humain et social. Et parce que ça relève aussi l'apprentissage. Et donc, on a des psychologues qui interviennent donc, au sein de nos établissements, et c'est le cas sur Cyrano, évidemment, et qui accompagnent à la fois les élèves, les étudiants, dans leurs problématiques personnelles, dans leurs questionnements personnels, les parents, bien sûr aussi, et puis aussi les équipes enseignantes, parce qu'en tant qu'enseignant, on se pose aussi de nombreuses questions. On est confronté souvent à des situations, on n'est pas forcément outillé en tant qu'être humain, individu, dans notre parcours de vie personnel. On n'a pas forcément les réponses, et on a besoin aussi souvent de regards extérieurs, externe, on va dire, avec un angle de vue différent. Et voilà, c'est je crois que vraiment, ce que l'on trouve dans nos établissements, au sens large, c'est des réponses adaptées et individuelles. C'est vraiment, il n'y a pas de réponse universelle, mais travailler à cette individualité dont on parle, voilà. C'est vraiment, je pense, le fil conducteur de nos établissements. En fait. C'est pas figé. Ça n'est pas figé et il y a une vraie adaptabilité qui est en fait très rassurante, c'est sûr, et au contexte, à la personne, à l'environnement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Clarisse ? À rajouter, je pense que la chose essentielle, c'est la relation parents-professeurs. Et donc, nous, on essaye de développer cette relation pour que, dès qu'il y a un souci, les parents n'hésitent pas à nous appeler. Dès qu'il y a une inquiétude, une perplexité, toute la partie de l'orientation est quand même très complexe et très stressante pour les parents. Donc, on peut avoir du contact beaucoup. Et puis, nous, voilà, l'accompagnement, c'est pareil. C'est un préceptorat suivi des toutes petites classes jusqu'en terminale, jusqu'à obtenir un enfant qui est prêt à s'envoler dans l'enseignement supérieur, autonome dans son travail, dans ses décisions. Alors ça prend du temps pour rassurer ou pas les parents. Nous, on les accompagne tout le temps. Aujourd'hui, je pense que sur tout l'établissement, j'ai 4 élèves autonomes en terminale. Ça veut dire que je peux les croiser dans le couloir en leur disant « ça va, t'es au point, t'es au carré, ça marche ». Alors ceux-là, ça va bien. De temps en temps, ils viennent me dire « en fait, là, madame, il faut qu'on prenne du temps de discuter ». Et puis ceux qui sont plus
pas encore tout à fait prêts à se lancer, eh ben, on a un accompagnement très suivi tous les jours. Nous, on est un internat, donc on les a du matin au soir. Donc les ados, ça parle le soir, ça vous savez, et donc on reste disponible le soir aussi pour échanger avec eux. Je pense que ça rassure les parents. Et puis ce qui rassure les parents aussi, c'est tout le temps qu'on prend pour l'orientation. On commence vraiment en 3e, on va décliner vers la 4e et la 5e. Et puis on a un vrai stage d'orientation en 3e et en seconde. On les accompagne après en salon. J'étais au salon des classes prépa la semaine dernière avec eux. Voilà, je pense que c'est ça qui rassure beaucoup. Oui, c'est vraiment la même équipe dans le même bateau, parents, enfants, professeurs, coéducation, bien que les parents soient toujours les premiers éducateurs. Et c'est ça qui favorise effectivement la solidité. Rémi ? Je complète en parlant un petit peu de ce qu'à Saint-Dominique on fait pour l'accompagnement. Vous aurez compris que ce n'est pas le bac qui importe, c'est vraiment l'orientation. Et dans la relation parents-école, on impose en fait dès l'année de 4e 2 réunions parents-professeurs par an pour que les parents soient, je dirais pas contraints, mais en tout cas encouragés fortement à pouvoir discuter avec le plus grand nombre de professeurs. Mais dès que c'est nécessaire en fait, de faciliter aussi ce genre d'entretien personnel. Les stages, on n'arrête pas de dire à nos élèves, mais faites autant de stages que vous voulez. Nos conventions de stage sont déjà toutes prêtes pour les inciter réellement à se confronter à pas simplement le milieu professionnel de papa-maman, mais vraiment à s'ouvrir un petit peu les horizons. Alors, on a peut-être un avantage par rapport à l'Académie musicale de Liesse ou au cours Cyrano, c'est que comme on a 30 ans d'existence, beaucoup de familles et beaucoup d'anciens, on peut maintenant dorénavant faire un vrai forum des métiers au sein de l'école. Qui permet dès l'année de seconde, puis première et terminale, d'avoir vu au moins 9 ateliers durant tout le parcours de lycée, d'avoir discuté avec des anciens, d'avoir vu, je dirais, un panorama assez large via les parents. Mais ça n'empêche pas après que le 3e levier sur lequel on joue, c'est qu'au lycée, nos professeurs principaux ont un vrai, je dirais, un rôle très renforcé par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le système en tant que professeur principal. En seconde, en première, le professeur principal a un vrai, je dirais, suivi méthodologique et un suivi presque même psychologique sur le bien-être de l'enfant. Et en terminale, là, je dirais qu'on renverse un peu les choses au sens où on n'a pas un professeur principal pour la classe, on a 4 professeurs principaux qui vont suivre 10 à 15 élèves maximum pour l'accompagnement au post-bac avec un peu la stratégie de vœux sur Parcoursup, les différents peut-être salons, portes ouvertes qu'il faut aller faire parce qu'on pense que c'est intéressant qu'ils aillent toujours humer l'écurie avant de mettre la croix sur Parcoursup, vraiment qu'ils aient une idée assez précise de la chose. Et voilà, donc entre les professeurs principaux, les relations entre les parents et les stages, bon an, mal an, on a, je dirais, 9 élèves sur 10 quand on prend des retours qui sont satisfaits en fait, de l'accompagnement qu'ils ont eu au lycée et de ceux qu'ils ont trouvé, où ils ne sont pas désagréablement surpris, et plutôt positivement surpris de ce qu'ils découvrent dans le post-bac. Oui, d'accord. Donc ça nous amène à une dernière question sur les débouchés. Rémi, est-ce que vous avez du coup des idées ? On est, je dirais, malheureusement, en tout cas, on n'est pas très ressemblant à, je dirais, à un lycée standard. Alors c'est peut-être bien ou c'est pas bien, mais c'est quand même un peu monogénique. On a plus de 50% des élèves qui sortent de Saint-Dominique qui vont vers des classes préparatoires ou des écoles à prépa intégrée, alors que c'est en gros 10% quand vous prenez des lycéens français que je qualifierais de standard, pas péjorativement, mais autres. Un quart en université, là, toutes filières confondues, que ce soit médecine, droit, sciences politiques, et puis un quart pour des formations soit hors Parcoursup, ça existe encore, il y en a de moins en moins, mais il y a encore des formations hors Parcoursup, soit des BTS, BUT, école d'architecture par exemple, ou école d'art. Donc, fondamentalement, je dirais que il y a des établissements post-bac qui du coup vont parfaitement garder un souvenir de nos anciens, qui permettra que quand un terminal postule à nouveau, ils auront un regard, je dirais, nuancé sur l'origine de l'élève et a priori qu'aura-t-il reçu quand il sort de Saint-Dominique. Mais
on n'est pas limité, je dirais, aux sentiers qui ont déjà été battus par les prédécesseurs. On a tous les ans des élèves qui finalement vont aller défricher quelque chose et on se dit tant mieux, allez-y, et on est bien heureux de savoir après comment ça s'est passé. Dites-nous ce que vous avez vécu, quel retour vous pouvez nous faire, quels conseils vous pourriez donner à nos anciens. Oui, donc en fait, voilà, on n'est pas limité à certaines cases. Je trouve que c'est finalement encore de la mauvaise presse pour Parcoursup. En fait, il y a plein de formations qui sont très ouvertes et c'est pas parce qu'on vient d'un établissement hors contrat qu'on serait forcément blacklisté ou. De toute façon, rien n'est figé en fait. Hein, donc c'est ça qui est finalement très riche. Parce que de nos jours, c'est vrai que on réfléchit. Moi, je suis pas très âgé, hein, mais à mon époque, quand même, on me disait si tu fais le mauvais choix en première année post-bac, après tu es enfermé dans quelque chose. C'est plus le cas. On peut très facilement basculer. Donc même si on se trompe en première année post-bac, on peut très facilement bifurquer vers autre chose et découvrir en fait un talent ou une vocation un peu plus tardivement. Oui, c'est vrai que maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a une véritable flexibilité et transversalité entre les différentes formations post-bac. Ce qui est quand même très positif, ça. Clarisse, vous aviez quelque chose à nous dire? Alors, nous, on accompagne depuis moins longtemps que Rémi nos élèves, puisque nous n'avons que 10 ans d'expérience et que 8 années de terminale. Mais sur tous les élèves que nous avons accompagnés, on a, je pense, 95% de projets différents par élève, donc ce qui nous permet de découvrir des tas de formations différentes tous les ans. Il n'y a pas de difficulté pour ça, il faut juste prendre du temps d'accompagnement. Cette année, on attaque une chose que nous n'avons pas attaquée, c'est-à-dire les études à l'étranger. Donc c'est intéressant aussi de voir ceux qui veulent aller aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Irlande, et découvrir d'autres systèmes scolaires. Et puis, nos anciens nous montrent que les études ne sont pas des choses linéaires, qu'on peut faire demi-tour, voire très vite, puisque le post-bac permet une réorientation au mois de janvier de la première année quand ça ne va pas. Et puis après, il y a des parcours tellement différents qu'on a vu des garçons faire... alors, il n'y a que des garçons chez nous. Maths Sup, Maths P, dans une très bonne prépa parisienne, réussir le concours d'école d'ingénieur aux arts et métiers et dire juste derrière, en fait, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. En fait, je veux être médecin. Ok, retour à la case départ, on redémarre et on est parti. Sauf qu'on a appris à travailler pendant ce temps-là. Et puis chez nous, on a aussi une particularité différente, c'est qu'on a quand même des élèves musiciens, des élèves artistes. Et donc on a 10% de garçons qui poursuivent dans la musique et 10% de garçons qui poursuivent dans des écoles d'art. Donc en fait, je pense qu'on a comme vous un grand panel. Et puis les anciens reviennent aussi présenter les choses. Et c'est important pour tout ça. Voilà. C'est même capital, je pense, pour cette continuité. Ça donne toute la crédibilité et la force en fait, de votre école. Mariette. Oui, alors... Nous, notre critère, c'est pas tant le type d'études qu'ils font post-bac, c'est surtout comment ils vont se révéler en fait dans ces études et dans leur parcours. Et alors, c'est vrai que nos anciens, notre communauté d'anciens élèves, c'est important pour nous parce que ça permet de créer des liens. C'est rassurant pour nos élèves, surtout nos hypersensibles, là, de savoir qu'il y a un ancien de Cyrano, un cyranien, comme ils les appellent, dans leur parcours quelques années un peu au-dessus. Et ce qui nous fait toujours un immense plaisir, c'est de voir que... on n'est pas loin des 100% d'élèves qui se révèlent dans le post-bac. Et c'est ça ce qui nous importe. Quel que soit le parcours, on a des parcours qui sont très très diversifiés. Ils vont autant dans des prépas que dans des écoles à prépa intégrées. Quelques-uns sur l'université, d'autres sur des parcours professionnels aussi. Et le retour, c'est toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de voilà, une confiance en soi qui est révélée. Et puis bon, nous, notre plus grand plaisir, c'est quand ils nous reviennent quelques années après pour nous annoncer qu'ils se marient, qu'ils ont des bébés, parce que c'est pas que l'école, c'est aussi voilà, tous ces parcours de vie-là. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, il faut être bien d'aplomb, bien debout aussi, pour aller faire aussi, oser toute cette démarche-là personnelle. Voilà. Et je crois que c'est aussi c'est l'essence même des établissements
libre, c'est qu'on a cette liberté de créer un lien privilégié avec chacun de nos élèves. Et les communautés d'anciens élèves, ils restent en permanence dans nos établissements. Et je pense que c'est ce qui fait l'essentiel de nos écoles. Ouais, bien debout et bien formé, pour être plus solide. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Est-ce qu'il y aurait des questions ? Ah, une question. Merci. Je parle en tant qu'ancien parent d'élèves, puisque mes enfants ont fini leurs études. Vous donnez l'impression d'avoir un complexe d'infériorité, alors que dans le contexte actuel, qui est celui de l'effondrement de l'éducation nationale, dans le contexte actuel de ce qui est l'effondrement de l'éducation nationale, vous maintenez des méthodes d'enseignement et des exigences qui font que seuls vos lycéens, vos bacheliers, sont encore capables d'affronter la vérité des prix. Quand je dis la vérité des prix, c'est l'exacte valeur de leur travail au rapport de notes qui correspondent à leur vrai travail. Donc je considère que vous n'avez aucune raison de vous sentir gêné aux entournures. Par baisse, tout simplement, du reste du milieu éducatif, vos élèves, presque sans rien faire, dirais-je, et c'est un argument pour les parents, presque sans rien faire, nécessairement sont encore meilleurs. Allez-y, oui. Si j'ai bien tout entendu, parce que je ne vous entendais pas très bien, mais il me semble que votre remarque, plus qu'une question d'ailleurs, c'est que on assiste malheureusement à un effondrement du système éducatif général en France, avec un vrai questionnement sur les études PISA, enfin, etc. Et que malgré cet effondrement un peu général, dans nos établissements, nous ne faisons pas de compromis sur le niveau d'exigence et sur les contenus, en tout cas, ou la maîtrise des connaissances et des compétences d'ailleurs de nos élèves. Alors, oui, j'oserais répondre et je me permettrai de répondre que pour un certain nombre d'établissements de la Fédération, je doublerai du fait qu'on reçoit aussi et beaucoup d'élèves qui sont en échec scolaire, c'est-à-dire avec des parcours scolaires interrompus, donc avec des plages vides, on va dire, des années vides, et que nous nous chargeons dans nos établissements effectivement de restructurer ces connaissances, de compléter en fait ces connaissances, même s'il n'y a pas encore une fois de connaissances universelles, mais en tout cas de restructurer ces connaissances, et puis surtout de donner des méthodes de comment apprendre, parce qu'il n'y a pas seulement ce que l'on apprend, il y a aussi le comment on l'apprend, et ça, c'est pas seulement en termes de pratique et de savoir-faire, mais c'est aussi et surtout de savoir-être, c'est-à-dire il faut aussi de l'énergie. On a beau avoir une méthode, un peu de contenu à disposition, quelques connaissances, savoir comment les organiser, mais s'il n'y a pas aussi l'énergie derrière, cette espèce d'estime de soi, de confiance en soi, en se disant ok, je sais quoi faire, j'y vais, je roule. Et effectivement, on l'observe, on a tous un suivi extrêmement intensif de ce que deviennent nos élèves, et on voit en toute humilité que nos élèves se révèlent non seulement dans les parcours supérieurs, mais aussi au-delà, dans les parcours de vie. Ce sont des personnes plus ou moins célèbres, mais parfois plus que moi. Je vois nos élèves nos anciens élèves prendre leur place dans la vie musicale, d'abord parce que c'est vraiment leur passion. Donc je pense qu'il n'y a pas un seul de nos élèves qui fait des études dites classiques qui n'ait monté un chœur en parallèle et qui continue à s'investir et dans la musique pour le plaisir et dans la musique pour leur paroisse, pour ceux qui sont catholiques, et puis aussi dans la vie officielle. Il y en a quelques-uns qui sont partis faire des services civiques, il y en a quelques-uns qui sont engagés fortement dans la vie. On les y a bien incités dans notre formation, puisqu'on a, en dehors de la partie scolaire, la partie musicale, toute une partie de formation au management, ils apprennent un petit peu tout ce qui est
soft skills, et en fait, ils sont très appréciés à l'extérieur. Je sais que chacun a pris sa place dans l'enseignement supérieur sans problème, et je crois qu'ils sont effectivement bien dans leurs bottes, comme on dit, pour prendre leur place dans la vie. Et on voit, nous, chez nous, alors on est bien moins anciens que tout le monde, mais on voit nos premiers jeunes mariés, nos premiers jeunes papas, nos premières vocations religieuses, nos premiers investissements dans la vie de la cité. Et je pense que oui, on leur a donné tout ça à l'école, et que l'école libre, elle est faite pour donner aussi la structure d'adultes. On leur a expliqué qu'ils n'étaient pas des crustacés qui pouvaient se rentrer dans leur coquille, qu'ils étaient des vertébrés et qu'ils avaient le droit de marcher droit, en fait. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à vos interventions très intéressantes.